Alors l'intitulé de mon intervention, c'était sur justement donc les résistances, que je reprenne, les résistances à la guerre d'Algérie et les prolongements anticoloniaux. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais m'en tenir bien à mon intervention, mais je vais ouvrir un tout petit peu aussi, notamment parce qu'on ne va pas faire simplement les prolongements, mais j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu le contexte. Donc, dans un premier temps, je vais parler un petit peu assez rapidement du contexte général. Puis après, je viendrai sur justement ces résistances à la guerre d'Algérie pour montrer dans un troisième temps quels prolongements ont pu exister également. Donc, je vais essayer de faire ces trois points-là. Et donc, comme ça permettra d'ouvrir aussi sur les prochaines interventions ensuite. Alors, en fait, la première chose en fait, que je voudrais dire, c'est, sur laquelle je voudrais revenir, c'est sur le contexte international au moment de la guerre d'Algérie. Donc la guerre d'Algérie, comme vous le savez, guerre d'indépendance algérienne, novembre 1954 à juillet 1962. Au moment en fait, où commence la guerre d'Algérie, quelques mois plus tard, se déroule la conférence de Bandung. La conférence de Bandung, c'est le premier pas dans le sens en fait, des pays non alignés qui veulent sortir un petit peu de la bipolarisation du monde dans la guerre froide. Et c'est les prémices aussi du lancement de ces pays non alignés qui ne suivent pas, et donc de l'émergence du tiers-monde et du tiers-mondisme, qui ne suivent pas donc les préconisations des deux grands blocs. Et donc essayer de faire émerger finalement cette figure, voilà, cette troisième force, celle du tiers-monde. Donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire, quasiment concomitant avec le début de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est un facteur qui est très important et dans lequel on aussi va s'engouffrer le Front de Libération Nationale, puisque dès ce moment-là, alors qu'on n'est pas du tout en fait dans une représentation officielle, des choses comme ça, il y a déjà une délégation du FLN qui est présente à ce moment-là au cours de la conférence de Bandung et qui commence déjà à faire valoir ses droits et qui commence déjà à recevoir le soutien aussi donc de ces on va dire, futurs pays non alignés. Donc ça me paraît un premier élément important et qui montre aussi vraiment la vivacité aussi du FLN dans son caractère diplomatique. Ça, c'est quelque chose qui va évidemment durer toute la durée de la guerre, qui va être une véritable montée en puissance. Alors, on le dit parfois, et parfois un peu avec... ça, c'est encore des questions qui sont un peu débattues, si vous voulez, hein, au niveau politico-historique. Mais une des forces du FLN, c'est véritablement sa force diplomatique. Alors certains vont jusqu'à dire que justement la guerre d'Algérie était perdue militairement pour les Algériens, mais gagnée diplomatiquement. Alors, ça peut se débattre. Les combats auraient duré de toute façon et il y aurait toujours eu une guérilla qui aurait été présente. Donc la lutte aurait continué même s'il n'y avait pas eu le cessez-le-feu, je présume. Mais en tout cas, effectivement, la France, pour reprendre le point de vue inverse, a totalement perdu la guerre d'Algérie diplomatiquement. C'était une situation qui était totalement intenable pour elle. Et donc là, on le voit, dès le début de la guerre d'Algérie, c'est bien présent. Deuxième moment international, justement, dans ce contexte-là, c'est la conférence de Brioni, qui est beaucoup moins connue, qui se déroule en juillet 1956. Là, on est dans une situation où la guerre d'Algérie commence déjà à s'ancrer et à devenir plus dure. Les pouvoirs spéciaux ont été votés par Guy Mollet, le socialiste, et donc on rentre dans une phase de répression de plus en plus intense en Algérie. Mais il y avait un triptyque pour le cessez-le-feu, donc c'était le troisième temps du triptyque de Guy Mollet, et c'était donc répression, mais négociation aussi. Et donc le deuxième point, en fait, c'était ces négociations. Et les négociations, elles étaient présentes, et notamment à cette conférence de Brioni. Donc négociations secrètes,
mais toujours présente là. Et donc là aussi, donc c'était là pour le coup en marge justement de de cette montée en puissance également des pays non alignés, hein, avec Tito notamment, donc en Yougoslavie. Donc c'était Tito, Nehru et Nasser, si mes souvenirs sont bons. Donc Nasser était présent également là. Mais donc il y avait également une délégation française et il y avait une délégation algérienne avec des négociations qui se déroulaient. Juste après, en fait, en octobre, il y a eu le détournement par l'armée française, sans l'accord politique, de la délégation, enfin des dirigeants du FLN qui ont totalement mis une rupture. À nouveau, point de vue dramatique au niveau diplomatique, donc ce sera le bombardement de Saket Sidi Youssef en février 1958. Même chose aussi, ce bombardement-là d'ailleurs, c'est une décision militaire qui est prise sans que les politiques soient informés. Et donc, par contre, voilà, après, ça va changer de ce point de vue-là. Il va y avoir des négociations à partir de 1960 qui vont se refaire. Et donc, pour le contexte international, je reviens. Vraiment, le lancement, en fin de compte, et l'existence du groupe des non-alignés en tant que groupe qui va véritablement tout au long de la décennie 1960, c'est en 1961, la conférence de Belgrade, que ce groupe des non-alignés est créé. Donc, voilà, simplement, pour conclure sur ce point, donc, on voit bien que finalement, tout au long de la guerre d'Algérie, il y a cette structuration du mouvement des non-alignés et du tiers-monde, si vous voulez. Le deuxième point, c'est exactement la même chose, c'est que c'est non seulement le tiers-monde qui s'organise, mais c'est aussi le tiers-mondisme qui se pense. Et tout au long, finalement, du conflit algérien, on est dans cette théorisation du tiers-monde et du tiers-mondisme. Là, c'est une figure véritablement essentielle, qui est celle de Frantz Fanon, évidemment, incontournable. Frantz Fanon, je ne vais pas tout refaire sa biographie, mais 2-3 petits éléments sur lui, très rapides. Premier élément, donc, il y a sa thèse, Peau noire, masque blanc, qui date de 1952. Donc là, il est encore en France, il est en France métropolitaine, et il subit d'ailleurs les discriminations. L'année suivante, il part à Blida, en Algérie. Là, il découvre, ça lui permet de voir une autre situation, une situation coloniale, et donc de penser déjà la colonisation. Et donc là, il prend le contre-pied, donc évidemment, Frantz Fanon, psychiatre d'origine martiniquaise. Et donc, quand il arrive justement à Blida, il dirige l'hôpital de Blida. Et en tant que directeur de cet hôpital de Blida, en fait, il va aussi repenser finalement la psychiatrie à l'aune de la colonisation et de montrer en fait que justement il y a toute une vision extrêmement dévalorisante et coloniale de la psychiatrie, et donc lui va repenser la psychiatrie et montrer que les colonisés, justement, déploient aussi des problèmes psychiatriques dus à la colonisation. Et donc là, c'est vraiment un renouvellement complet de la manière de voir et de faire de la psychiatrie. Quand la guerre d'Algérie commence, lui-même s'engage jusqu'à devoir quitter l'Algérie, rejoindre le FLN en 1956, donc en Tunisie, et devenir même un représentant à Accra du FLN, donc représentation diplomatique du FLN. Et donc pendant ce temps-là, il continue évidemment à écrire l'an 5 de la révolution algérienne, qui sort en 1959, et aussi il continue sa théorisation du tiers-mondisme et sort juste au moment de sa mort, en fait, parce qu'il est atteint d'une leucémie. Et donc, en 1961, Les damnés de la Terre sont livres fondateurs, on pourrait dire, et qui vraiment déjà constituent la somme un petit peu de tout son raisonnement et qui est encore aujourd'hui évidemment un livre incontournable pour tout ce qui est la réflexion tiers-mondiste en tant que telle, préfacé par Sartre
aussi. Sartre qui donne d'ailleurs aussi, enfin bon, voilà, c'est autre chose, mais voilà, les éléments les plus violents, finalement, une justification de la violence par Sartre, donc qui donne une tonalité finalement un peu particulière du coup au livre. Le livre a été décrié un petit peu aussi, notamment du fait de cette préface. Mais les deux hommes se sont beaucoup appréciés en tant que tels, et évidemment, comme vous le savez, la guerre d'Algérie a été un petit peu la guerre de Sartre, en quelque sorte. Voilà pour ce deuxième point. Et donc, vous voyez, même chose aussi, si vous voulez, tout au long de la guerre d'Algérie, c'est finalement le tiers-mondisme qui s'est pensé, qui s'est créé en tant que tel, et qui va avoir évidemment des résurgences après également. Le troisième élément de contexte, j'en ai parlé un petit peu, c'est la guerre froide, bien entendu, la guerre froide et la décolonisation. Et donc là aussi, il faudrait juste revenir tout simplement sur la guerre qui précède quelque part, parce qu'elle a un rôle également, qui est la guerre d'Indochine. Et donc là, en fait, il y a des filiations qui peuvent se tenter, en fait, qui commencent à se faire. Au début de la guerre d'Algérie, on parle de la nouvelle sale guerre, par exemple. Donc la sale guerre, c'était la guerre d'Indochine, et la nouvelle sale guerre, donc ce serait la guerre d'Algérie. Et donc il y a des tentatives, on va dire, de filiation, mais là, notamment aussi, il va y avoir des blocages par le Parti communiste, qui ne va pas déployer la même politique contre la guerre d'Algérie que contre la guerre d'Indochine. Et donc là, on a des blocages qui se font aussi, et on va dire des ruptures également pour les militants qui ne comprennent pas. Et donc là, je vais un petit peu revenir là-dessus, si vous voulez, dans mon deuxième point, donc, qui est justement ce déroulement un peu de la guerre d'Algérie et de ses oppositions à la guerre d'Algérie, donc les résistances à la guerre d'Algérie, comment se sont-elles déroulées. Et là, je vais reprendre, en fait, pour moi, il y a trois phases qu'on peut retrouver dans cette opposition à la guerre d'Algérie. Alors, à travers les désobéissances et plus largement à travers les oppositions. Une manière en fait simple de diviser la guerre d'Algérie, ce sera en deux. 58 avec mai 58, changement de régime, 58-62, vous voyez, on aurait ces deux éléments-là. En fait, dans la réalité, je trouve, c'est plutôt trois phases que l'on a. On a plutôt les années 54-56, enfin 55-56, voilà, 54-56. Ensuite, on a les années 57 à 59. Et puis, après, les deux dernières années, enfin 60-62, enfin 2 années et demie, si on veut. C'est plutôt ce déroulement en trois phases. La première phase, c'est là où on va trouver, je pense que Marc, tu reviendras sur ce sujet de cet après-midi, je pense aussi, sur une désobéissance, on pourrait dire populaire aussi, comme tu l'as appelé, avec des mouvements de manifestation qui se sont déroulés. Alors qui commencent à être un peu mieux connus, mais qui au moment de la guerre d'Algérie, finalement, ont eu tendance à être complètement dévalorisés et un peu oubliés. Par contre, c'est un mouvement de manifestation qui est vraiment extrêmement important, qui s'est déroulé, enfin 2 mouvements de manifestation. Vous en savez quelque chose, pourrais-je dire, pour les plus anciens d'entre vous, puisqu'il y a eu des manifestations très importantes à Grenoble aussi, donc avec ces mouvements de rappelés, par exemple, qui se sont déroulés. Donc le premier, c'est à l'automne 1955, avec notamment aussi là, alors je ne vais pas reprendre tout dans le détail, mais dès ce moment-là, en fait, la question de la désobéissance est posée. Donc c'est très tôt dans la guerre d'Algérie, on pose la question, voilà, faut-il soutenir, faut-il participer à la guerre d'Algérie? Et la question est posée par les appelés, par les rappelés eux-mêmes, qui doivent repartir sous les drapeaux et combattre. Et certains posent la question, justement, si nos bras tremblent avant de tirer sur nos frères musulmans, je trouve ça extrêmement fort. C'est un tract qui était notamment distribué à l'église Saint-Séverin à Paris, donc là c'est en septembre 1955, au tout début des manifestations. Ce n'est pas par lâcheté, c'est parce que en fait ce sont nos frères, quoi, voilà. Et donc et ils appellent du coup à un mouvement de désobéissance collectif.
Et là, en fait, c'est le moment aussi, comme je disais tout à l'heure, où il y a cette filiation entre l'Indochine et l'Algérie. Et donc là, il y a déjà un mouvement qui est structuré, il y a déjà une opposition très forte contre la guerre d'Indochine, à laquelle Sartre a participé,